Je m'appelle Réa d'Almeida. Je vais vous faire vite fait un petit peu mon cheminement. Donc moi, je suis infirmière et depuis l'année dernière, maintenant, je suis infirmière en santé environnementale. Et c'est une discipline qui peut nous amener jusqu'à la thématique de la collapsologie, qui est la thématique en fait de l'éventualité de l'effondrement de société. Un effondrement de société qui serait plus ou moins dans les prochaines années à venir, qui se manifesterait et voire qui serait déjà en cours. C'est l'effondrement de société. La collapsologie, c'est l'effondrement de plusieurs choses. Ça va être l'effondrement du climat, ça va être l'effondrement des espèces. Donc, en fait, tout est compris dedans. Mais ça impacte, en fait, je dis effondrement de société parce qu'il y a aussi l'aspect de l'anthropocène. Mais ça, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, un peu plus loin. Mais effectivement, ça comprend tout cet effondrement-là. Donc, pour la petite histoire, moi, je suis originaire du Pays Basque et puis j'ai fait mes études à Toulouse et je suis partie ensuite exercer à Bruxelles. Et c'est là qu'en fait, il y a eu une vraie rencontre avec tout ce qui est de la transition, les villes en transition, la permaculture, le zéro déchet et tout. C'est vrai que dans le Nord, ils sont un peu plus sensibles à toutes ces choses-là, on le sait bien. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Pablo Servigne par le biais de mon compagnon, qui était à l'époque chercheur en écologie aquatique. Et Pablo Servigne est une des personnes qui présente assez souvent la collapsologie, qui est celui qui est à l'initiative. Je vous ai mis d'ailleurs un petit peu des livres ici que vous pourrez consulter après, notamment de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. C'est avec eux qu'on est parti découvrir la ferme du Bec et Loin, que je vous présenterai aussi un petit peu plus loin, qui est une ferme qui a décidé de faire de l'agriculture avec zéro pétrole. Et donc d'être vraiment dans une nouvelle démarche d'agriculture qui est de l'écoculture, qui est proche de la permaculture. Mais c'est pareil, je vous expliquerai un petit peu plus loin. Et puis ensuite, je suis partie en Asie en sac à dos avec mon compagnon pendant quasiment 1 an. Et c'est là où j'ai eu un petit peu des claques. La claque du plastique, la claque du temps, de l'évolution des climats. Et du coup, en rentrant en France, ça a quand même pas mal mijoté. Et là, les livres de Pablo Servigne sont sortis. Le film de Cyril Dion aussi venait juste de sortir, le film Demain. Donc, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait, pour moi, des déclenchements très importants. Et donc, depuis, je me suis spécialisée dans ces thématiques-là. Donc, pour cette conférence, je vous propose de passer par 3 étapes qui sont la tête, le cœur et les mains, parce que vous verrez qu'effectivement, on a besoin de comprendre pas mal de données pour comprendre ce qui se passe. Et on va partir de l'angle de l'alimentation, ça me semble très important aujourd'hui. Le cœur, parce qu'il faut digérer un peu tout ça, c'est un bouleversement émotionnel qu'il faut quand même accueillir. Et les mains, parce qu'à un moment donné, il va falloir se retrousser les manches et voir comment est-ce qu'on peut envisager le futur autrement en s'inspirant du vivant. Alors, nourrir l'Europe sans pétrole. Alors, il y a eu un photographe qui a pris en photo, je n'ai plus son nom, mais je pourrais vous le donner si vous en avez besoin, une semaine de nourriture à travers le monde. Ça a été une exposition assez incroyable. Et là, vous voyez, on est sur une photo en fait prise au Mali. Et vous voyez qu'on est énormément dans du vrac en fait. Tout est dans des sacs. Il n'y a pas d'emballage, ou très très peu. On voit ici juste le bidon qui doit certainement servir à aller remplir l'eau pour aller chercher l'eau. On a ici la Bolivie. Une semaine de nourriture qui est un petit peu plus garnie que celle du Mali. Mais là, pareil, il n'y a pas énormément d'emballage. Et puis ici, le Mexique. Là, on commence à voir apparaître un petit peu un peu plus d'emballage, notamment des bouteilles de coca, des emballages en verre aussi, des bouteilles de bière, des choses comme ça, mais toujours beaucoup de fruits et quand même pas mal encore de diversité, mais un peu plus de sucre. Là, ici, on est en Turquie. Pareil, on a pas mal de vrac. Hein. Là, il y a vraiment très, très peu d'emballage, seulement quelques sodas ici aussi, mais pas plus non plus. Mais la viande commence à apparaître, ce qui n'était pas le cas. Et puis là, on est en Allemagne. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'emballage
beaucoup moins de légumes, beaucoup moins de fruits aussi, et de nouveaux produits, quoi, comme des pizzas, des choses comme ça qui font leur apparition. Et puis l'apogée, évidemment, qui sont les États-Unis, où là, on a 2 petites tomates et une grappe de raisin qui se disent bonjour, mais ça s'arrête là, j'ai envie de dire, on ne va pas beaucoup plus loin. Et c'est vrai que tout ça, ça vient quand même poser la question de notre agriculture. Parce que cette agriculture qui, au départ, fournissait au monde, dans chacune des localités, finalement, on était dans une agriculture où tout le monde pratiquait son jardin, se nourrissait de ce qu'il cultivait, pardon. Et aujourd'hui, on est passé sur une agriculture au service de tous, où il n'y a seulement que 2% en général, dans les villages ou les endroits comme ça, de personnes qui continuent de faire leur jardin pour se nourrir de leur jardin. Donc c'est beaucoup moins que ce que c'était avant. Je pense qu'avant, c'était plutôt 2% de personnes qui ne faisaient pas leur jardin. Je pense qu'on était plus dans cette échelle-là. Et aujourd'hui, l'agriculture, elle est ultra mécanisée. Et ça, finalement, c'est presque seulement la partie émergée de l'iceberg, ces tracteurs, etc. Parce que derrière, vous allez avoir la consommation d'énergie fossile qui ne vient pas de nos terres européennes, qui traversent pour beaucoup, pas mal de kilomètres en mer et qui viennent plutôt d'Arabie Saoudite et des choses comme ça. Et donc, on a une très, très forte consommation d'énergie fossile. On a aussi donc des engrais, des phytosanitaires qui peuvent voir le jour grâce à ces énergies fossiles, des engrais azotés, parce qu'il faut beaucoup de gaz naturel pour faire ces engrais, tous ces produits phytosanitaires. Il y a l'extraction aussi du phosphate pour les engrais qui commence à connaître un petit peu sa limite. Et puis enfin, des cultures très homogènes. C'est une agriculture qui ne mélange plus les espèces entre elles. On est vraiment sur soit un champ entier de maïs, soit un champ entier de blé, mais enfin, on ne mélange pas tout ensemble. Donc, cette homogénéité, finalement, on se rend compte en plus aujourd'hui qu'elle appauvrit les sols. Et puis, du coup, qu'on est aussi sur, finalement, quelque chose de très linéaire. C'est-à-dire, on a les machines, on a le pétrole, on a ce processus industriel, et puis, à la fin, on a quoi? Eh bien, on a les déchets et énormément de transport. Il faut savoir que du coup, notre système alimentaire actuel repose intégralement, en très très grande partie, sur de l'industrie. Donc sur beaucoup de voyages, beaucoup de camions qui traversent vraiment énormément qui vont parcourir énormément de kilomètres, ne serait-ce que pour être emballés, triés, et puis ensuite dispatchés, puis remis dans des containers, parfois même vont traverser la mer. Donc ça va être de très très grosses sources de consommation d'énergie. Et puis je vous passe après évidemment tout ce qui va être du tri, du recyclage et du transport vers les décharges, et puis l'enfouissement, etc. quoi. Donc l'énergie fossile, en 5 points, c'est une énergie tout d'abord qui est dense, qui est concentrée et qui est riche. Le problème, c'est qu'on la brûle plus vite qu'on ne la produit. Donc un plein d'essence de 40 à 50 litres, c'est 4 ans de travail humain, en fait, en énergie de joule, ce que ça représente. Donc finalement, si vous vous dites que votre plein d'essence, c'est 4 ans de travail, un baril de pétrole, c'est 12 ans et demi de travail. Et notre consommation à nous, en tant qu'Européens, elle est telle que voilà, on en a besoin pour se nourrir, pour se chauffer, pour se déplacer, pour s'instruire. C'est comme si, par personne, on avait à peu près 500 esclaves énergétiques. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est imaginaire, mais c'est ce que nous fournit réellement le pétrole. Donc là, en fait, on n'est pas, je ne sais pas, on est quoi, une vingtaine, on est 20 fois 500 barils. Donc ça nous fait... j'ai les neurones qui... Oui, de manière moyenne. Oui, tout à fait. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Mais on prend en compte... Tout à fait. En fait, ce que vous dites, tout ce trajet, etc., il est réparti par personne. C'est-à-dire que par rapport à votre façon d'achat,
à votre façon. C'est par jour hein, quand même, hein, c'est pas rien. C'est quand même assez énorme. Après, si vous pensez que c'est pas si énorme que ça, bon, bah soit. Mais c'est vrai que en fait, c'est pas tant dans le sens combien dépense chaque personne, c'est plus combien nous avons besoin, nous, personnellement, d'énergie pour vivre comme nous vivons, dans le confort dans lequel nous vivons. C'est plus ça l'angle-là que je suis en train de développer. Mais je vais justement parler un petit peu de cette société, effectivement, où on fait tout avec le pétrole. Donc là, effectivement, si on prend cet angle-là, effectivement, la dose d'énergie qu'il faut, elle est encore pire. Oui, effectivement, elle est encore plus grande. Donc cette société qui est thermo-industrielle, elle nous permet quand même de fabriquer voilà, des matériaux de construction, elle va nous fournir de l'essence, elle va le faire donc voler les avions, elle va aussi concourir à la fabrication des médicaments, de nos t-shirts, etc. Et puis évidemment à l'agriculture. Et notre société en dépend tellement que les prix en fait, de l'alimentation vont varier en fonction du prix du baril du pétrole. C'est tout à fait corrélé. Et en fait, ici, sur ce graphique, je vous dis, donc ici, c'est les prix du baril en dollars. Et là, vous avez de 2001 jusqu'à 2011 l'indice des prix alimentaires qui sont ici. Et en fait, vous voyez, ici, on est sur l'angle de la crise des subprimes, que nous avons tous connue dans les années 2007-2008. Et vous voyez qu'on a eu une étroite corrélation entre la montée du prix des pétroles et la montée du prix alimentaire. Ce qui signifie qu'on est vraiment très, très, très sujet à ces variations de barils, au-delà du prix que vous allez avoir à la pompe pour faire le plein de votre voiture. Il va y avoir une indexation aussi sur le prix des aliments que vous achetez. Donc ça, c'est quand même intéressant de l'avoir à l'esprit, d'autant qu'en plus, à l'époque de 2008, quand il y a eu vraiment ce pic des subprimes, on a eu des émeutes de la faim dans plus de 35 pays du monde. Donc tous ces pics-là sont révélateurs de difficultés en fait, à travers le monde. C'est vraiment beaucoup plus large que ça. Alors les limites de l'extraction quand même de l'énergie fossile, elles vont être thermodynamiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu le temps qu'il faut pour aller extraire une source, sachant qu'avant la source de pétrole était beaucoup plus facile. C'était les premières découvertes, donc très facile à récupérer. Aujourd'hui, il faut creuser beaucoup plus profondément, donc ça va demander beaucoup plus d'énergie. Donc en fait, à un moment donné, le chat commence tout doucement à se mordre un petit peu la queue. Et quand dans les années 1900, un baril permettait d'extraire 100 barils, en 2007, il ne permettait d'en extraire que 12. Et aujourd'hui, on est en train de descendre à 10. Ça, ce sont des chiffres américains. Dans la moyenne internationale, on est autour des 20 barils. Un baril permet d'extraire 20 barils. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'en dessous des 20 barils, on rentre dans une zone un petit peu problématique parce qu'en fait, finalement, on va commencer à dépenser plus d'énergie qu'on ne va en récupérer. Donc le pic, ça c'est quelque chose, je ne sais plus si je le développe après, mais ouais, voilà, j'en parle là. Donc ce retour énergétique, en fait, les hydrocarbures non conventionnels comme les gaz de schiste, etc., ont connu un très très grand essor sur ces dernières années et ils ont un taux de retour qui est encore plus faible. C'est-à-dire qu'on est à 1 baril pour 3, 5 de retour. Donc c'est vraiment très, très limite, parce que c'est près de 10 fois plus faible que le pétrole conventionnel. Et le constat est encore plus préoccupant pour les agrocarburants. Là, on est presque à 1 pour 1. Donc c'est vraiment pas énorme. Au niveau des énergies renouvelables, on est à 1 pour 7. Pour le photovoltaïque, on est à 1 pour 7. Pour l'éolien, on est à 1 pour 18. Et en fait, c'est l'hydroélectricité qui est la plus intéressante. Là, on est à 100%, c'est-à-dire qu'on n'a que du retour énergétique. Donc c'est ça qui serait le moins gourmand en énergie. Donc la limite aussi par rapport à l'extraction, c'est qu'il faut de l'argent. Et là, on se heurte évidemment à, vous le savez tous maintenant, tout ce qui va être du réseau boursier, tout ce côté de la finance. La puissance d'extraction a besoin de finance, et la puissance financière, elle a besoin de la puissance de l'extraction. Donc en fait, on est vraiment sur un moteur qui joue sur ces
deux tableaux-là, et si un s'effondre, l'autre s'effondre aussi. Donc c'est un petit peu... il faut voir ces deux piliers vraiment très interconnectés, mais aussi très très fragiles. Et s'il n'y a pas de croissance, puisque c'est la chasse à la croissance à tout prix, il n'y a pas d'extraction possible, puisque la croissance est directement liée au plein d'essence de notre système, j'ai envie de dire. Donc là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité financière, qui a quand même été un petit peu, voire même beaucoup recouverte par le décès de Jacques Chirac. Donc on n'en a pas du tout entendu parler parce que c'est arrivé plus ou moins le même jour. Donc mardi dernier, la Réserve fédérale a dû intervenir en urgence sur le marché monétaire, chose qui n'arrive jamais sinon en ce qu'on appelle en période de credit crunch. C'est-à-dire qu'en fait, les fonds, ça se joue sur les fonds de pension dans le système bancaire. En fait, à un moment donné, les liquidités, il n'y a plus assez de liquidités sur la table. Et chaque banque se demande, est-ce que si j'investis là, mon argent, je vais le récupérer? C'est-à-dire, est-ce que cet argent-là, il va tourner? Et puis à un moment donné, comme tout le monde se regarde en chien de faïence, plus personne n'ose investir. Et puis les cours descendent. Et donc, il a fallu cette intervention-là. Alors, je vais vous lire un petit peu parce que comme c'est assez frais, je ne l'ai pas forcément à l'esprit. Mais donc, c'est 53,2 milliards de dollars dans les banques qui ont été donc amenés par la Fed. Cette intervention qui était censée être exceptionnelle n'a pas suffi. Donc, elle a remis ça le mercredi 18, le jeudi 19, le vendredi 20 septembre 2019, pour un total donc de 278 milliards de dollars. Elle a fait de même le lundi 23 et le mardi 24 septembre. Donc c'est un article là qui est assez récent. Donc il y a eu des articles sur Le Monde, Le Figaro. Vous retrouverez les chiffres assez facilement. Ce type d'intervention fait penser au mois de septembre 2008 parce qu'effectivement, malheureusement, la dernière fois que ça s'est arrivé, le credit crunch a surgi le 1er septembre et la crise vraiment des subprimes est arrivée le 16 septembre. Donc on est vraiment sur une passe très difficile et on se demande juste en fait quand est-ce que ce réseau financier va encore tenir. Donc on sait déjà que la Fed devra entreprendre un sauvetage supplémentaire de 400 milliards de dollars en achetant des obligations aux banques au cours de la prochaine année. Sachant que là, tout ce qui a été déversé par la Fed représente à peu près 22% de ces fonds. Donc on est sur des sommes assez astronomiques. L'autre limite par rapport aux énergies fossiles, qui est l'énergie qui va être nécessaire pour que nos voitures roulent, pour que nos ordinateurs soient produits, que nos téléphones mobiles soient produits, que l'on continue de s'alimenter, etc. Ce sont les terres rares. Le problème des terres rares et des métaux, c'est qu'on ne sait pas les récupérer. De nos téléphones et de nos ordinateurs ne sont quasiment rien récupérés ou recyclés. C'est vraiment extrêmement très faible. Parfois, on a même pas 20%, c'est l'argent, on ne récupère que 14%. Donc c'est vraiment des ressources très limitées quoi, sur notre planète. En plus, parce que l'extraction ne se fait pas non plus dans les respects, évidemment, du droit humain, et on en passe, donc effectivement, avec des prises de risques très importantes, des pollutions, évidemment, locales très importantes, etc. Les autres limites de l'énergie fossile, qui est le 5e point à connaître, c'est que pour atteindre la puissance des énergies fossiles, la construction de fermes solaires, de parcs éoliens, pour la remplacer, nécessitera la production de 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium et 50 fois plus de fer, de cuivre et de verre. Sachant que le sable, à l'échelle mondiale, on commence à en manquer. Donc c'est aussi une autre limite. Et puis pour 50% de probabilité de réussir à contenir, si vraiment on se dit on veut contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, il faudrait avoir construit avant 2028, donc moins de 10 ans, puisqu'on approche de 2020, 40 fois plus d'éoliennes de 5 MW, 26 fois plus de kilomètres carrés de photovoltaïque et 15 fois plus de kilomètres carrés de serre à algues. Donc voilà, ce sont des chiffres qui font qu'en fait on se dit que cette énergie durable, elle est très difficile aussi à appréhender en termes de moyens dans le temps qu'il nous reste par rapport à tout ce que nous avons utilisé de ressources limitées terrestres. Voilà.
Donc finalement, système alimentaire dépendant du pétrole industriel et fin du pétrole, c'est difficile de se dire qu'on passerait à côté de la fin de nos systèmes alimentaires. Alors pourquoi, à partir de là, on pourrait se dire, et si d'autres choses pouvaient s'effondrer? Parce qu'on sait que le climat ne se porte pas très très bien. Et finalement, si on se met à comparer notre monde comme une voiture, alors non pas parce qu'elle irait très vite et qu'elle prendrait un mur, mais plutôt parce qu'à un moment donné, peut-être qu'elle ferait une sortie de route par rapport à sa trajectoire. Nous sommes effectivement en présence d'une extinction de biodiversité de masse, où la 6e extinction est en train d'arriver. Et donc c'est vrai qu'on commence à avoir cette notion, on en entend beaucoup parler, que la biodiversité a diminué, que les lions sont en train de disparaître, que les tigres, le dernier rhinocéros blanc a disparu. On est vraiment dans cette grande accélération. Et les constats au niveau de la planète, qu'est-ce que la planète, elle nous dit? Tous les voyants, finalement, montent au rouge. Alors, c'est quoi? Ici, en haut, ça va être la population. On a une explosion démographique très importante. On va avoir ici l'atmosphère, la concentration en atmosphère de CO2. On est sur aussi une pointe très importante. On va être aussi sur la montée des océans qui ne cessent de grimper. Je ne sais pas si vous y voyez très, très clair, mais voilà, la consommation de papier ici, la population en région urbaine en augmentation, l'utilisation évidemment du téléphone, là qui est en très très grande pointe. Voilà, on est vraiment sur des voyants qui ne cessent de monter. Et évidemment, on commence à se rendre compte que le réservoir est vide. Alors, évidemment qu'il n'est pas totalement vide, évidemment qu'il y a toujours du pétrole. Si on commence à s'aventurer dans les zones arctiques, antarctiques, on sait qu'il y a des gisements naturels, mais le problème, la limite, c'est comment va encaisser la planète de toute cette consommation d'énergie et puis surtout de tout ce qu'on va brûler comme énergie. Parce que le climat, lui, il ne va pas s'en sortir à force qu'on brûle toute cette énergie, même si le réservoir avait quelques on va dire, un peu de backup derrière, un peu de réserve. Alors là, je délimite. Alors ici, vous voyez, à votre avis, que représentent ces petites bulles? La bulle violette d'abord, à votre avis, qu'est-ce que ça peut représenter? C'est vraiment à l'échelle. Hein. L'air. Donc en fait, c'est toute l'atmosphère de la planète. Et la petite bille en bleu, bon là c'est un peu plus facile, l'eau. Eau douce et eau salée, hein. Donc toutes les eaux, vraiment la totalité de l'eau. Si on considérait l'atmosphère comme une orange, l'eau représente un grain de sucre. C'est vraiment pas énorme. La 4e problématique de l'évolution de notre société, c'est que le volant est bloqué. Le volant est bloqué parce que nous avons beaucoup de verrouillages, des verrouillages systémiques qui sont de l'ordre socio-technique, donc les infrastructures, l'agriculture, toutes les façons en fait de fonctionner de nos sociétés actuelles, hein, institutionnelles, politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre le virage d'alternative, il est quand même très compliqué. Il y a toujours ces clivages, gauche, droite. On est toujours dans cette difficulté de dépasser en fait, c'est les petits cancans en fait, hein, de partis ou d'ego. Et puis il y a l'aspect monétaire, quand on voit ce qui est en train de se passer sur l'idée de la dette, parce que en fait, ce crédit crunch, il est là aussi parce qu'il y a énormément de dettes et que tout cet argent qui arrive, c'est autant d'argent à rembourser à la banque. Donc c'est des dettes qui s'ajoutent. Et ce n'est pas les banques qui vont les payer, ça va être demandé aux contribuables. Donc ça, c'est évidemment une problématique systémique. Et puis à l'échelle individuelle et collective, c'est très difficile dans notre esprit de se dire qu'on habite un monde fini, quand ça fait des années qu'on nous dit qu'on peut absolument tout vous fournir, que le confort, finalement, n'a pas vraiment de limite, et qu'en fait, on a des habitudes de consommation qui sont là. Et c'est très difficile de changer des habitudes. Donc il y a aussi le déni. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah ben non, c'est... » Enfin, bon, oui, que ça puisse arriver, mais enfin, c'est pas pour tout de suite, etc. Et puis, on attend de voir venir. Et puis, la bio-ingénierie va nous sauver, etc. Mais ça aussi, ça va demander beaucoup d'énergie. Et est-ce qu'on aura le temps de faire ces changements-là ?
La planète, elle est lancée sur sa trajectoire. Je vous montrerai un peu plus loin pourquoi. Les valeurs, l'imaginaire, la vision du monde, et puis les marchands de doute, hein, qui évidemment sont nombreux. Oui. Pardon. Oui. Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que les marchands de doute, donc ça va être tous les sceptiques qu'on va pouvoir voir passer. Alors dites-moi, allez-y, je vous écoute. Les marchands de doute sont ce qu'on appelle la mythologie, c'est-à-dire des experts qui sont spécialistes, oui. Effectivement, pour inventer un vocabulaire qui permet d'introduire, non pas le doute cartésien, mais un autre type de doute, c'est-à-dire, oui, peut-être que pas. Et effectivement, ça permet, et ça a une des conséquences, effectivement, le déni chez la plupart des gens. Donc, ça a été très très bien exploité par les gens qui ont voulu faire croire à l'époque aux États-Unis que le tabac n'était pas dangereux. Tout à fait. Les publicités, même à dire que c'était très bon pour l'expansion pulmonaire, etc. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Oui, là, c'est les limites systémiques. C'est cela. Oui, plus précisément. Mais c'est vrai qu'il y aurait pas mal de choses à dire, effectivement, sur les écrans et tout ce qui en est fait aussi. Donc, l'habitacle est très fragile. Évidemment que la planète, elle a ses limites. Et en fait, on est face à des systèmes très complexes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a des boucles de rétroaction qui sont que les frères Meadows ont mis au point, donc un schéma. Donc ça, c'est un petit peu le schéma de la complexité de notre monde entre la finance, l'économie, les gouvernances globales, la géopolitique, la biodiversité, tout ça, en fait, fonctionne ensemble. Et donc, dès qu'il y a une décision prise, il va y avoir ce qu'on appelle une réponse, donc un phénomène de rétroaction. Et donc, ça va amener des boucles au fur et à mesure, et on va pouvoir, en fait, faire donc, des scénarios prédictifs. Oh, non, mais je vais pas vous la développer parce que là, il y en a pour plus que des heures. Hein. Les sociétés complexes, c'est vraiment très complexe pour le coup. Donc ça, c'est un peu le modèle du monde. Et là, vers ce quoi on tend, donc ça, c'est la courbe sur laquelle nous sommes. Donc en haut, ce sont les énergies non renouvelables. Ensuite, en jaune, vous allez avoir tout ce qui est le capital de l'alimentation, les services en vert, les industries en rose, et puis la pollution globale en bleu, et la population en, je pense que c'est du marron ou du noir. Voilà. Et donc, en fait, toutes les courbes, tous les schémas qu'on peut imaginer si on virait tous de bord et qu'on se mettait à être super héros de l'écologie ou je ne sais pas, qu'on mettait vraiment en place ce qui serait l'indispensable, en fait, toutes les courbes plongent malgré tout. La seule fois où le schéma, le modèle ne se plante pas, c'est-à-dire n'arrive pas à cette cassure ici, c'est si on avait fait tous ces changements dans les années 70. C'est un petit peu loin pour se rattraper. Donc, pour le moment, c'est plutôt ce schéma qui est en train de se passer. Donc là, on est sur une population déclinante à partir de 2030. Là, on est sur les années 2000. Donc nous, on se situe à peu près, à peu près dans cette échéance ici. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de connaître ce pic. Vraiment, on est en train d'atteindre le maximum finalement de tout ce qu'on peut tirer. Voilà, il y avait la petite ligne. Et donc, tout cela, évidemment, engendre des risques qui sont des risques systémiques. Alors, là, ça va être peut-être un petit peu plus encore technique, parce qu'en fait, il y a une réelle interdépendance. Alors, juste, je vais vous expliquer. Les seuils, donc ce qu'on appelle les tipping points, ce sont les points, les moments où tout bascule. C'est-à-dire qu'un événement va enclencher une réaction, autre chose, peut-être de plus grand, de plus fort, ou simplement une non-réaction. La contagion, ce sont les effets cascades, les effets en cascade qui sont difficilement prévisibles. Et l'hystérésis, alors c'est pas l'hystérie, je vous rassure, c'est en fait que, par exemple, le chemin
d'aller est différent du chemin retour. C'est-à-dire que si vous brûlez votre maison, vous ne pouvez pas refabriquer votre maison instantanément. Vous ne pouvez pas la reposer juste là, comme si de rien ne s'était passé. Il va falloir tout recommencer du début. Donc, ramenez les pierres, ramenez le bois, ramenez tout ce qu'il vous faut pour construire votre maison. Donc, le chemin d'aller est différent du chemin du retour sur l'action. Donc ici, on est sur une étude qui est parue en 2012, qui est une étude de Barnowski, qu'on voit en fait au tout début du film Demain, si vous l'avez vu, qui est le scientifique interviewé qui évoque que c'est peut-être la fin de l'espèce humaine. Et en fait, dans cet article-là, qui a été publié dans Nature, qui est une revue assez remarquable en environnement, et en fait, il parle de la dégradation de la biosphère et qu'il y a un seuil qui, une fois qu'il est dépassé, nous amène à une dégradation totale de la biosphère. La biosphère devient alors inhabitable pour la majeure partie des espèces sur Terre. C'est comme un effet déclic. Et là, en fait, ce que Barnowski montre, c'est que c'est pour dans pas très longtemps. Donc, on est sur une échelle assez limite, on va dire, notamment prévue sur 2025, donc dans un peu moins de 6 ans, où en fait, on aurait un pourcentage qui serait presque de 50% de biosphère détruite. Et en fait, on voit qu'aux alentours de 2045, il y aurait ce dépassement des 50%, et on peut imaginer une transition assez critique et globale, en fait, de changement, d'événements dans nos écosystèmes, et donc un espèce d'emballement de tout ce qui se passe au niveau de la biodiversité et de la biosphère. Le phénomène de contagion, alors lui, donc cette étude, c'est l'étude Hothouse Earth, donc c'est la planète étuve. Donc ça, c'est une étude qui est parue en 2018, en août 2018, au moment où on a eu une belle canicule. Et en fait, ce que nous dit ce schéma, en gros, c'est qu'on a connu environ 11 000 et quelques années d'Holocène, c'est-à-dire une variation de température de 1 degré, 1,5 degré grand maximum. Et donc, on avait une certaine continuité dans nos climats, dans nos températures. Et en fait, depuis quelques années, on est rentré dans une phase qu'on appelle l'Anthropocène. C'est-à-dire que l'humain est capable d'agir par son comportement sur l'évolution du climat, sur l'évolution de la biodiversité, sur l'évolution de la biosphère, etc. Et donc, on a basculé évidemment dans un couloir, on va dire un couloir d'air, parce que là, c'est le temps. Et puis ici, donc, vous avez les phases. Et puis, finalement, dans cette zone, donc là, on était sur plus la phase glaciale, etc. Et puis là, on était plus en tempéré. Et puis ici, on est sur le couloir un peu de cette planète étuve. Et nous, on est sur cette situation-là. Et en fait, ce que révèle l'étude, c'est qu'on peut faire des changements et arriver plus ou moins à stabiliser notre planète, sur le point de vue du climat, bien sûr. Mais que même en ayant fait ces changements-là, il est possible que des événements climatiques entraînent d'autres événements climatiques plus massifs et qui fassent qu'on finisse quand même par atterrir dans la case de la planète étuve. C'est-à-dire, imaginez-vous, on est dans une petite barque, on est en train de pagayer avec le courant, et puis on se rend compte qu'il y a une chute d'eau au bout. Et donc, on essaye de pédaler, rétro-pédaler, on n'y arrive pas. On essaye d'atteindre les bords, c'est compliqué, il y a beaucoup de courant. Et puis, on voit un petit caillou sur lequel on pourrait éventuellement essayer d'arriver. Et donc, on y arrive, on fait plein d'efforts, on s'y met tous ensemble, on met toute notre énergie tous ensemble et on y va. Et on arrive sur ce caillou et on se dit, ça va, on a pu s'en sortir. Mais il suffit qu'une vague ou qu'une augmentation du niveau arrive et ça nous emporte malgré tout. C'est un petit peu l'image de cette étude-là. Elle est toujours un petit peu difficile à raconter parce qu'elle est quand même, elle engage un processus, quoi, dans le processus dans lequel on est finalement, qui est là que si on arrive à stabiliser, la stabilisation, c'est une stabilisation à 2 degrés qui est évoquée dans l'étude. Et à 2 degrés, on sait qu'on a déjà beaucoup d'impact sur notre climat, sur la vie qui est sur Terre, quoi.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si on brûle une forêt, eh bien, on doit replanter et repasser par une phase de germination. L'incendie, lui, il est vraiment irréversible. Donc, ce qui est dégradé ne revient pas comme ça, et les espèces animales qui disparaissent ne reviennent pas non plus par le Saint-Esprit. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certaines données sur la biodiversité qui est impactée, mais il y a beaucoup de biodiversité qu'on ne connaît pas, beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas et qui sont elles aussi probablement impactées. Donc c'est assez difficile d'imaginer jusqu'à quel point ça va prendre du temps d'imaginer reconstruire ce qui a été détruit. Et puis il y a les signaux avant-coureurs qui sont étudiés, on appelle ça les bruits de la planète. Donc on va écouter tout ce qui est de la fonte des glaces, donc le permafrost. Vous avez peut-être entendu qu'il y avait des fontes qui avaient 70 ans d'avance, des grandes fissures qui étaient en train de se manifester. Il y a le Gulf Stream, dont aujourd'hui on est en train d'entendre qu'il ralentit. Mais le Gulf Stream qui s'arrête, c'est un retour vers des aires assez froides. Donc les frileux, gare à vous, ça promet d'être très, 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 très frileux. Donc là, le dernier rapport du GIEC, c'est pareil, je vais vous le lire parce que je n'ai pas tout mémorisé, qui est le dernier qui est sorti très récemment, plus précisément sur les océans et sur la cryosphère, donc tout ce qui est du domaine des glaces. Donc les eaux vont monter, alors que durant le XXe siècle, le niveau de la mer a augmenté de 15 cm. Cette augmentation devrait atteindre entre 30 et 60 cm d'ici à 2100, ce qui en fait aura pour conséquence des phénomènes météorologiques qui vont augmenter, des tempêtes, des ouragans, des cyclones. Et donc évidemment, toutes les nations insulaires risquent de devenir inhabitables. Et des événements qui, à la base, se produisaient une fois par siècle pourraient se répéter une fois tous les 10 ans. La fonte de l'Antarctique a triplé et celle du Groenland a doublé durant ces 20 dernières années. Et en plus de se dire que si on changeait notre façon de vivre, nos consommations d'énergie, quelle qu'elle soit, si vraiment on se mettait à tout changer, on continuerait en fait de payer les décisions qu'on a prises hier, toutes les émissions qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Donc la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche, qu'on le veuille ou non, finalement. La planète ne va pas nous demander notre avis, de même qu'on ne lui a pas trop demandé son avis en l'exploitant. Nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible à l'échelle humaine. L'avenir est quand même assez instable et on peut être sûr de rien, qu'importe ce qu'on pourrait engager comme action. Et les grandes perturbations, du coup, seraient la norme. Et nous pouvons être désormais soumis potentiellement à un effondrement systémique global. C'est pour ça, au début, je parlais simplement d'effondrement de société, parce que j'étais sur le volet de l'alimentation. Mais effectivement, quand on l'étend à toutes les autres données, on se rend compte que l'effondrement, il peut être vraiment systémique et global. Donc, la puissance du pétrole, elle va à un moment donné nous laisser, gaz de schiste ou pas. Donc, on va se retrouver à être dans une certaine vulnérabilité que finalement nous avons toujours connue. L'innovation ne devrait pas nous sauver. Et il est trop tard pour le développement durable, mais il est aussi trop tard pour être pessimiste finalement. Alors, on prend une grande inspiration après tout ça, parce que c'est effectivement, c'est un petit moment d'encaissement comme ça. Donc, effectivement, c'est un autre genre de défi qui s'annonce, parce qu'on ne peut pas réparer, on ne peut pas se dire que les nouvelles technologies vont nous sauver. Et donc, on se dit, mais moi, à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, digérer tout ça. Déjà, prendre le temps et la mesure de ce que ça peut provoquer en termes d'émotions. C'est... Oui. Oui. Mais en fait, un effondrement, quand on dit qu'il est global, c'est pas nécessairement que tout le monde va mourir. Mais ça veut dire qu'il faut se préparer à ce que la mort puisse arriver plus souvent dans nos vies. Pardon ? Non. Il y a plein de gens qui ne vont pas mourir. Ça, c'est clair. Il y en a 2 ou 3 là que j'ai à l'esprit comme ça. Je crois qu'eux, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas mourir.
Ils vont tout faire pour. Mais bon, ils le feront peut-être dans leur petit coin. Ils lanceront peut-être une navette spatiale aussi sur Mars. Et j'ai entendu il n'y a pas très, très longtemps qu'ils ont réussi à mettre au point une sorte de bactérie qui peut, sur Mars, donner du vin, enfin produire du vin. C'est vrai qu'on aura besoin de boire un coup une fois arrivé là-bas. On sera content de pouvoir boire un coup. Donc, ce qui est important par rapport à ces émotions qui viennent, c'est évidemment de ne pas les vivre seul, d'en discuter avec des personnes en qui on a confiance et puis avec qui on sait qu'on peut en discuter, parce que ce n'est pas des sujets qu'on peut aborder avec tout le monde. Et puis partager, du coup, autour de tout ça. Parce que comprendre ces enjeux, ce n'est pas juste une question intellectuelle. Ce n'est pas juste se dire ouais, j'ai compris les modèles, j'ai compris tout ça. C'est de se dire ok, moi, dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est cette façon-là dont ça va nous affecter, finalement, où il faut qu'on comprenne, qu'on absorbe, et comme je disais, qu'on digère l'information. Mais la façon dont ça va nous toucher, ça va aussi déterminer la façon dont on va réagir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir de là et vous dire, oui, bon, finalement, quitte à ce que ça arrive, bon, est-ce qu'on ne ferait pas comme si ça n'arrivait pas? Et puis finalement, je ne veux pas savoir. Vous allez rencontrer des gens comme ça, qui ne veulent pas savoir. Je ne veux pas y croire. Alors, je ne veux pas y croire, il est intéressant parce que je ne veux pas y croire, ça fait appel à une croyance. Or, ici, on est quand même sur le GIEC, on est quand même sur l'Agence internationale économique, on a énormément de sources scientifiques. Donc, finalement, la croyance, elle n'a pas tant à voir avec ça. C'est est-ce que moi, je suis prêt à accéder à cette connaissance-là et à me dire que, ouais, j'accueille, quoi. J'accueille ce qu'elle est en train de me raconter et ce que ça signifie pour ma vie, pour moi-même. Et puis, finalement, c'est vrai que c'est tellement impalpable. C'est tellement loin, ça paraît tellement lent. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole. Ça fait des années qu'on nous dit que la façon dont on vit, ça va s'arrêter, etc. Que finalement, on peut se dire, oui, bon, c'est bien mignon, mais bon, on peut se dire que c'est tellement abstrait que finalement, on le refuse. Et puis, on passe à autre chose. Mais finalement, le déni, c'est aussi une des phases du deuil. C'est la première réaction qu'on a. Quelqu'un de proche, on se dit non, c'est pas possible, je peux pas accepter ce qui vient de se passer. C'est pas possible pour moi, pas ça, pas lui, pas maintenant. Puis après, on a de la colère, et puis ensuite, on passe par la peur, par la tristesse, parce qu'effectivement, que ça crée de la tristesse, et puis par l'acceptation. Ça finit toujours par arriver. Mais par contre, on peut revenir à des moments. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai cette colère qui monte, et je me dis non. Oui, je suis en colère. Ben, c'est d'accueillir ces émotions qui viennent, et puis qui repartent. Ça fait partie du processus, et puis ça va faire partie aussi de ce qui va nous motiver à avancer. Et donc, c'est Paul Chifurka qui parle de cette échelle de la conscience. Donc, au début, il n'y a pas de problème. Puis finalement, il y a peut-être un problème majeur. Puis en fait, il y en a peut-être 2, 3 problèmes, peut-être un peu plus. Et puis en fait, il se trouverait bien que tous ces problèmes soient liés. Et que face à ces problèmes, il n'y ait pas de solution. Et que ça touche tous les aspects de la vie. Dans l'idée de pas de solution, il y a un mot en anglais qui est predicament. C'est-à-dire que y a pas de, on parle plus de problème. Par exemple, on va tous à un moment donné mourir. Comme il n'y a pas de solution, c'est plus vraiment un problème. C'est ce qu'on appelle un predicament en anglais, mais on n'a pas l'équivalent en français. Un predicament. C'est comme un médicament, mais dans l'écriture. Hein. Je vais vous l'écrire. Et donc, finalement, qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est d'apprendre à vivre avec. C'est vivre avec ce que l'on sait. Alors, les réactions les plus fréquentes, les aquabonistes, c'est bon, à quoi bon? Les collapsologues, ceux qui vont vouloir un peu comme moi se dire « ouais, non, mais moi j'ai besoin d'en avoir plus » et qui vont aller approfondir pour aussi repartager l'information. Il va y avoir les savapétistes. Yes, ça y est, ça va enfin se casser la gueule, on va pouvoir passer à autre chose. Donc il y a ceux qui sont pressés que ça arrive. J'ai vu un reportage là-dessus.
c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de se dire, et si on faisait un attentat sur je sais pas, une grande usine nucléaire, comme ça arrive plus vite, comme ça il y a moins de biodiversité qui meurt entre-temps, comme ça il y a plus de richesses et de choses encore à se partager, vu que, enfin, vous voyez, il y a des... Il y a des personnes qui réfléchissent très très loin. Et ensuite, on a les transitionneurs. Donc ça va être plutôt ces personnes que vous allez entendre qui vont se tourner vers la permaculture, l'habitat groupé, qui vont se mettre à réfléchir à des projets de quartier, à tout ce qui va pouvoir être de l'ordre du projet collectif, pour se dire j'apprends à faire autrement pour me séparer, par exemple, de ma dépendance en gros au pétrole, pour savoir faire certaines choses. Il y a les low-tech. On connaît aujourd'hui très bien les high-tech, et aujourd'hui, il y a les low-tech, je vous l'écris aussi. C'est comment faire du gaz sans acheter votre bouteille de gaz, par exemple, et le faire juste à partir des liquides de votre alimentation, genre l'eau des pâtes, l'eau de la salade, etc. Il y a des ressources, c'est extraordinaire. On se dit qu'on a quand même là un champ à explorer qui est fantastique. Et puis, il y a les survivalistes, qui, alors, eux, vont avoir préparé le bunker, quoi. Alors eux, ils ont tout préparé. Il y a tout ce qu'il faut dans les 3 congélateurs du garage. Mais pas tout quand même, parce que si jamais il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de congélateur. Donc on a 1,5 tonnes de conserve. Et éventuellement, on a une arme pour ceux qui sont à fond les ballons. Donc c'est vrai que chacun a une réaction, mais en fait, on passe tous un peu par ces moments-là. Enfin, moi, je sais que j'ai eu une petite période survivaliste où je me suis dit oh, est-ce que j'ai une lampe de poche? Est-ce que j'ai des bougies à la maison? Mais ça nous traverse inévitablement. Alors que, bon, en fait, les choses vont arriver très probablement, progressivement. Il n'y aura peut-être pas forcément une fracture. En fait, on ne sait pas la forme que ça prend. Et puis, on sent aujourd'hui déjà qu'il y a des choses qui se passent. Mais bon, de là, enfin, on peut peut-être privilégier plutôt, on se partage les choses, on est dans une collectivité, on peut peut-être justement s'y préparer un peu tous ensemble, rien que par le fait d'en parler, c'est déjà énorme. Alors comment s'opère finalement le changement? Le changement, c'est pas facile, hein. Il y en a un qui disait le changement c'est maintenant. On l'attend un peu toujours, ce changement. Et finalement, il y a une espèce de phase de ce qu'on appelle la pré-contemplation, c'est-à-dire peut-être la prise de conscience. Quand on fait comme ça des conférences, il y a des gens qui prennent conscience. Tout le monde ne vient pas en se disant « ouais, je connais le sujet ». Et puis ensuite, il y a cette balance décisionnelle qui peut être en faveur du changement ou pas, et qui va, si elle est favorable, aller vers une préparation. C'est-à-dire qu'on commence à se dire « tiens, et si, je ne sais pas, je prenais une application sur mon téléphone, il y a une application, je crois, qui s'appelle 90 jours pour changer des façons de fonctionner, aller vers un peu plus de zéro déchet par rapport à l'électricité, l'économie, etc. Mettre une bouteille d'eau dans la chasse d'eau des toilettes, enfin, vous voyez ces choses-là. Et puis de planifier, de commencer à se dire, tiens, cette année, est-ce que je ne pourrais pas faire tout un tas de petits challenges, de petits défis? Puis petit à petit, d'engager des actions. Et donc ça se met en œuvre. Et puis on se rend compte que tout ne marche pas super bien, qu'à un moment donné, quand même, on est obligé d'avoir 4 multiprises et que peut-être il faut quand même utiliser sa voiture parce que c'est quand même pas pratique là où on travaille. On n'a pas vraiment d'autres options, peut-être pour certaines personnes qui habitent loin. Donc il faut réviser. Donc soit on maintient, soit on rechange de nouveau. Et puis finalement, il y a certains modes de fonctionnement qu'on va finalement réussir à intégrer, qui vont devenir de nouvelles habitudes, d'acheter du vrac par exemple. Ça va peut-être pas être tout en vrac, mais une partie en vrac. Et puis finalement, ça va faire un début, quoi. Ça va être un début à un changement de mode de vie. Et donc on va aboutir à ce qu'on appelle la terminaison, pour ceux qui se disent « bon, j'ai fait ma part, c'est bon, je m'arrête ». Et puis ceux qui ont envie de remettre en question de nouveau, parce qu'ils vont se rafraîchir la mémoire avec d'autres choses, et puis d'autres challenges vont arriver, et puis ça va repartir dans cette balance de décision, etc. Donc l'idée, c'est que, évidemment, tout ne va pas marcher du premier coup, qu'il y aura des rechutes, entre guillemets. Et en fait, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais le déni, c'est quand même quelque chose qui protège, en fait, notre cerveau, parce qu'on n'est pas capable de, comment je dirais, de tout engranger, de tout faire parfaitement, et que par moment, la soupape de la cocotte, elle saute. Et en fait, c'est ce qui nous protège, ce qui nous évite de péter un plomb. Donc, il ne faut pas s'en vouloir s'il y a des rechutes, et se dire que oui, ça fait partie du processus, et puis on repart, et on reprend, et on essaye quelque chose d'autre.
Donc ce modèle-là que je vous ai présenté, c'est un modèle qui est utilisé dans les dépendances, dans le traitement des dépendances. Et en fait, quand on parle du pic pétrolier, c'est Rob Hopkins qui en parle très bien dans le manuel de transition que je voulais amener. Il parle vraiment de ce phénomène de dépendance au pétrole. En fait, on est vraiment dépendant. On n'est peut-être pas accro, quoique, à notre voiture, à certains de nos comportements qui intègrent inévitablement l'utilisation de ces ressources énergétiques. Et finalement, si c'est un comportement humain, c'est plus à notre portée de faire des changements. Parce que si effectivement on évoque les usines qui devraient changer de comportement, c'est plus compliqué de se dire que moi, je peux avoir un impact sur une entreprise. Alors, il y a des actions, il y a des manifestations, il y a des gens qui choisissent d'être activistes et de vraiment y aller à fond pour faire changer. Je pense à Extinction Rébellion, je pense à Alternatiba, je pense à tous ces mouvements qui essayent de faire changer les choses à de plus grosses échelles. Mais nous, dans notre vie, on peut se dire que peut-être, dans notre propre dépendance personnelle, il y a des petites choses qui peuvent être changées, qui sont en tout cas plus à notre portée. Donc, 3 clés. Être attentif aux étapes du changement que les gens vivent intérieurement pour être adaptés dans la façon dont on va interagir avec eux. Créer des espaces où les gens se sentent écoutés en exprimant leurs propres arguments pour changer. Et si changer paraît trop difficile, passer par une phase de préparation pour s'entraîner. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être télécharger juste une application, mais même si vous ne faites pas tout, peut-être qu'il y aura 2-3 trucs qui auront pris, ça sera déjà très bien. Comme c'est Cyril Dion, là j'écoutais une petite vidéo où il disait « il faut arrêter de parler des petits gestes ». Parce que les petits gestes, c'est un changement intérieur en fait. Tous ces petits gestes, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui avance. Et donc elle est importante. Et puis si ça se trouve, de petit geste en petit geste, quelqu'un va décider à un moment donné d'avoir envie de s'impliquer plus fort, peut-être d'aller manifester, enfin, de choisir de passer à une autre étape aussi dans son processus de changement. Et cette résilience, parce que c'est vraiment ça, c'est de s'adapter à quelque chose. Donc ça consiste à triompher même de l'adversité avec les moyens dont on dispose, mais elle ne prend réellement toute son ampleur que lorsque des liens vivants se forment sur la durée. C'est-à-dire que la résilience tout seul dans son coin, ça marche pour les survivalistes, quoi, vous voyez. Mais ça marche un temps. Les conserves, elles durent un temps. Donc, ce qui est important dans cette résilience, c'est d'être dans l'échange, dans le partage, dans le lien. Et la plus inspirante des définitions pour opérer cette résilience, c'est celle du vivant. C'est 3,8 milliards d'années de recherche et de développement en durabilité, finalement, cette nature. Et si on devait peut-être choisir 6 symboles de résilience, il y aurait la toile d'araignée, qui est très résistante, qui offre une maison pour une araignée, qui offre aussi le garde-manger, si besoin. Le roseau, qui ne casse pas, qui plie, qui s'adapte au vent. Le caméléon, qui sait se faufiler, qui change de couleur, qui s'adapte. La colonie de fourmis, qui s'organise, qui est très organisée. Les fourmis, c'est des travailleuses, mais elles sont aussi énormément dans le partage, dans leur organisation. La chenille, qui va tranquillement, mais qui évolue, qui peut passer à ce stade de papillon à un moment donné. Et puis le sélacanthe. Alors, je ne vous ai pas mis de photo, mais c'est le plus vieux poisson du monde. Il est préhistorique. Il a une tête de squelette. Il fait hyper peur. Mais il est durable. Ah bon, il ne vous fait pas peur, non ? Bon, d'accord. Bon, on va dire qu'il... Oui. Ça va, ça passe. Voilà, il en vient, donc il n'a pas eu le temps de se refaire une beauté entre-temps. C'est ça. C'est un sacré résistant. Lui, il est durable, il est dur. Alors, voir, croire, accepter et pourquoi pas imaginer. Donc les mains, cette 3e phase, quelles sont les marges de manœuvre et comment s'inspirer du vivant finalement ? Qu'arriverait-il si nous abordions la question par l'autre bout, en illustrant la vision de l'avenir sous un angle attrayant, où les gens auraient envie d'aller, auraient envie de s'investir ? Comment est-ce qu'on peut apprendre à ramer, comme je vous disais tout à l'heure, dans le petit bateau ? Comment est-ce qu'on peut se dire, allez, on y va ensemble, on rame ensemble, on essaye de bien s'entendre, on entre dans la tempête ensemble, et on essaye de faire en sorte qu'on
voilà, on s'en sorte le mieux possible, quoi, dans cette tempête, tous ensemble. Parce que oui, seul, on va vite et on avance bien, hein, on y va. Hein. Mais ensemble, comme on dit, hein, on va plus loin. Alors, quoi faire? S'inspirer du vivant. Alors, pour commencer, comme je vous disais, des petites actions, entre guillemets. Arrêter de gaspiller. 50% de la production alimentaire est jetée dans le monde, ce qui est quand même une aberration. Quand on sait que, hein, je vous finis même pas la phrase, tendre vers un mode de vie plutôt zéro déchet, plutôt minimaliste, arrêter de manger de la viande, arrêter de manger des sucres, des graisses, tous ces produits très, 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 très transformés. Et je vous dirais, pour ma part, moi qui suis infirmière en santé environnementale, j'étudie tout ce qui est des perturbateurs endocriniens, tout ce qui est de ces choses-là. Et on sait aujourd'hui que certaines des choses qui sont dans nos produits alimentaires de tous les jours, il y a des produits qui peuvent avoir des répercussions, enfin qui ont des répercussions, jusqu'à 2 générations plus tard, et qui vont en fait multiplier par 2 ou par 3 votre risque de développer un cancer du sein, par exemple. C'est quand même des choses maintenant qu'on sait au niveau scientifique, et donc cette alimentation-là, elle nécessite vraiment d'être mise en question, la façon dont on s'alimente, parce que sur le processus de l'écosystème, etc., mais sur notre propre écosystème à nous, notre corps à nous. On sait gérer les pénuries, on sait faire vite et à grande échelle. Il y a des expériences par le passé qui ont montré que quand les gens ont décidé de s'y mettre, ils s'y sont mis. Et donc à Cuba, il y a eu cet effondrement soviétique, il y a eu un embargo de masse, et puis finalement une expérience grandeur nature d'un collapse, parce que finalement tout était coupé, quoi. L'Amérique avait coupé, entre guillemets, les vivres. Mais el cubano es creativo. Et du coup, les camions sont devenus des bus et l'entraide a pris sa place. Il y a eu des files d'attente qui se sont organisées. L'agriculture en pleine ville s'est mise en place, et que du bio, hein, que du naturel. Et en ville, ça s'est mis en mode hyper intensif, en interdisant évidemment les phytosanitaires. Et d'ailleurs, Cuba avait reçu le prix Nobel alternatif pour avoir montré qu'on pouvait cultiver du bio, 50% de conversion, à grande échelle, avec un rendement qui était plus important que celui du conventionnel. Donc ça montre qu'il y a quand même des possibilités. Alors, aux États-Unis, les Victory Gardens. Donc, en fait, c'était lors de la Seconde Guerre mondiale. On a demandé aux gens les gens avaient envie de participer à l'effort de guerre. Et finalement, on leur a dit, dans ce cas-là, vous avez qu'à cultiver les potagers et ça viendra nourrir nos forces. Et en fait, 60% des légumes ont été produits à cette époque-là. Donc, les cultures se faisaient partout, dans les universités, devant les capitoles. Enfin, je ne sais pas, imaginez devant l'Élysée des jardins potagers qui sortiraient, ça serait quand même assez sympa, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Peut-être maybe yes weekend, comme dirait l'autre. Et puis l'Australie, premier choc pétrolier en 73. Et en fait, c'est le continent qui a vu émerger la permaculture. Donc, encore une fois, il y a le livre de Rob Hopkins pour en savoir un peu plus. Et donc, qu'est-ce que la permaculture? Alors, l'image n'est pas top, et donc on ne voit pas très très bien. Mais l'idée, c'est, on va dire, les 3 principes éthiques de la permaculture les plus importants, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Ensuite, vous avez les principes de conception, mais c'est pour vous dire que la permaculture, ce n'est pas juste la manière de faire de l'agriculture. La permaculture, elle s'envisage sous un point de vue qui peut être énergétique, sous un point de vue, dans la façon de vivre en fait avec les autres, et donc qui est cette notion de partage et aussi du prendre soin, qui est beaucoup plus global que juste prendre soin de son jardin. Ça va être prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, etc. Et donc, on appelle ces mouvements-là la transition. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement des villes en transition. Donc, nous pourrons, 4 bases à cette transition. Nous ne pourrons éviter de vivre en consommant beaucoup moins d'énergie. Nos établissements et communautés humaines manquent de la résilience nécessaire pour survivre. Nous devons agir collectivement et nous devons le faire maintenant. Nous pouvons construire des modes de vie plus interreliés, plus enrichissants et en reconnaissant les limites biologiques. Donc il y a 6 principes qui sous-tendent cette transition, à savoir la visualisation, donc vraiment cette capacité à projeter autre chose, d'autres façons de faire, l'inclusivité, la conscientisation,
la résilience dont je vous ai parlé tout à l'heure, la perspicacité psychologique, les solutions crédibles et appropriées. Donc on est vraiment sur créer quelque chose de nouveau, quitte à ce que ça n'ait pas été fait avant, mais de se dire que si on le fait ensemble, plus on est de cerveau, plus on est capable d'avoir des idées et de faire un petit peu émulsionner tout ça pour vivre autrement. Et ça s'est passé dans des villes, il y a des choses qui se font et qui sont très, très inspirantes. Donc, les 12 étapes pour construire cette transition, un groupe initiateur, de la sensibilisation, un réseau avec les bases de chacun. On accueille chacun là où il en est. C'est important de respecter le rythme de chacun. Organiser une grande libération. Alors, c'est l'idée de dire qu'on arrête dans ses œillères et d'ouvrir, en fait, d'ouvrir le champ des possibles. Former des groupes de travail, utiliser des forums ouverts, donc passer dans le libre, c'est-à-dire Google et tous les copains qui savent les 3/4 de notre vie. On peut faire autrement maintenant, on a des logiciels libres qui fonctionnent très très bien. Développer des manifestations pratiques, visibles de votre projet. Faciliter la grande requalification, et oui, parce que les métiers d'aujourd'hui vont devoir évoluer, vont devoir changer. Créer des liens avec l'administration locale, c'est important de sensibiliser les pouvoirs locaux à ces thématiques-là. Rendre hommage aux aînés. Et ça, Dieu sait que moi, pour la petite histoire, je fais partie du ciné-club le vendredi. Et j'adore, parce que je suis vraiment très honorée, pour le coup, de pouvoir partager avec toutes ces personnes. Alors, je ne vous dis pas que vous êtes des super vieilles, les filles, vous m'en voulez pas. Mais je dois dire que j'apprends énormément, ne serait-ce que par les expériences vécues que moi, je n'ai pas vécues, qui ne concernent pas ma génération parce que j'étais pas née. Mais du coup, j'en apprends énormément sur le point de vue émotionnel, mais aussi des choses que je ne savais pas et que je découvre et que j'apprends. Et moi, pour ça, c'est une richesse incroyable. Laisser les choses aller là où elles veulent aller. On écoute, on est à l'écoute. La nature, elle ne réfléchit pas, ça sort, ça vit. Donc on suit cet élan-là. Et créer un plan d'action de descente énergétique. Alors là, on est sur un niveau... là, il y a 10 phases, je vous épargne tout le détail. Alors la plupart du temps, les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'on va s'entretuer ? Parce que quand on a vu l'émergence de l'exemple du Nutella, et que les gens se tapaient dessus pour avoir des pots de Nutella qui étaient soldés à je ne sais plus combien de pourcents, mais enfin 70, qui dit mieux. Voilà. Alors c'est intéressant parce que en fait dans le vivant il y a un principe qui est assez contre-intuitif, c'est-à-dire qu'en milieu hostile l'entraide s'organise. Donc c'est assez contre-intuitif. Donc quand il y a des pénuries, normalement, il y a de l'entraide dans le vivant. Et pourtant, quand il y a des pénuries, quand il y a des soldes aussi, vous voyez, c'est Black Friday, là, il y a des trucs qui s'ouvrent et alors les gens se jettent dans les magasins. En fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire que, alors comment ça se fait ? En fait, on est dans une société d'abondance à tous les niveaux. Il y a de l'abondance, c'est le luxe. On peut se permettre de dire à son voisin, tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul. Et on est tous riches. Et de là est née cette culture de l'égoïsme et de l'individualisme. Et c'est ça qui est toxique, en fait. Quand on arrive dans les catastrophes et dans les tempêtes avec cet esprit-là, les survivalistes, ils sont présents, quoi. Mais l'effet, ça, c'est vraiment l'effet Nutella, quoi, dans le magasin. Donc la culture de l'égoïsme, elle entretient vraiment ce mythe du chacun pour soi. Parce que s'il n'y avait pas tout ce luxe et s'il n'y avait pas tout ça, on serait encore dans quelque chose de beaucoup moins individualiste. Et oui. Franchement, le fond, oui. J'ai envie de mettre un nom précis. Oui, dites-moi. Les grands groupes, ouais. Ils gèrent effectivement de façon très intelligente ça, les pénuries. c'est clair. Pour effectivement faire monter le coût du travail, pour faire monter le prix de la consommation. Amazon, jeter des livres pour faire monter le prix des livres, etc. C'est pas nous qui ne savons pas gérer les pénuries. Mais... ça. Alors, elles organisent, mais nous, nous derrière, on paye les pots cassés, j'ai envie de dire. Tout à fait.
tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, ce système... Le capitalisme ne peut pas être écologique. Ah non. C'est clair. Alors, puis est-ce qu'un capitalisme vert est possible? La question est posée. Tout à fait. Mais c'est vrai que, en fait, là, il n'est pas question de culpabiliser. Là, il n'est vraiment pas question de culpabiliser qui que ce soit. Il s'agit d'observer sociologiquement qu'est-ce qui se passe quand il y a des pénuries. En fait, c'est surtout ça. Et donc là, sur une notion de solde ou de pénurie où il y a du luxe et où il y a effectivement cet individualisme construit très clairement par nos industries magnifiques, hein, que sont les GAFAM pour la plupart. Non, c'est ironique, bien sûr. Hein. Non. C'est ironique. Non, je ne suis pas... Je suis sans conflit d'intérêt. Je ne travaille pour personne. Mais non, donc c'est vraiment là, sur le point de vue sociologique, de se rendre compte qu'en fait, s'il s'agit d'observer des fourmis sur un moment de pénurie, elles vont toutes s'entraider, quoi, par exemple. Et nous-mêmes, sur des événements tragiques, comme l'exemple, par exemple, de Katrina, on a vu des moments d'entraide extraordinaires. Mais dès que, effectivement, la réflexion est redevenue un petit peu possible et qu'on repense un peu à sa propre personne, il peut y avoir une tendance à privilégier soi et à tourner le dos, finalement, à ce qui serait du partage, à ce qui serait de l'entraide. C'est pour ça, donc il y a eu beaucoup de reportages après autour des meurtriers, de voleurs, de violeurs, des policiers qui avaient la gâchette facile, une espèce de très grosse tension. Mais en fait, plus on se rapprochait du lieu de Katrina, vraiment au plus proche de là où avaient été touchés les gens, plus c'était calme et plus les gens étaient en fait organisés et savaient très bien ce qui était à privilégier. Donc ça, c'est les études qui le montrent, que lors de grandes catastrophes, la première réaction n'est pas forcément la panique. Elle montre que plus on est à l'épicentre, plus c'est calme, plus les gens s'auto-organisent et développent des comportements altruistes extraordinaires d'entraide. Le mythe numéro 2, donc, de l'égoïsme, donc, on le voit dans le World Trade Center. C'est un exemple qui est assez frappant, mais finalement, on a vu, quoi, on a assisté à des comportements hyper respectueux, voire parfois même de la galanterie. On est sur un truc, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, de tenir la porte. Si on a vraiment envie de s'en aller en premier, on s'en va en premier, on tient pas la porte à ceux de derrière. Mais là, il y a cette aide, quoi, de l'altruisme qui vient chez les gens, jusqu'à mourir pour certains, pour des pompiers qui ont quand même donné leur vie. Donc, dans la littérature scientifique, ce qu'on retrouve, c'est que nous sommes une espèce ultra sociable. Et d'ailleurs, on est la plus sociable du monde vivant, en fait. Pourquoi ? Parce que à la naissance, on a une hyper-vulnérabilité. Et que sans papa ni sans maman, il n'y a pas de survie. Sans le clan, on ne peut pas, en fait, s'en sortir. Sans l'empathie, sans la socialité humaine, finalement, sans ce côté sociable, on serait finalement tous morts. On n'aurait pas duré très longtemps comme espèce. Donc, cette puissance du lien humain, elle semble paradoxale aujourd'hui, mais pourtant, c'est une puissance, et cette puissance-là, elle nous rend malgré tout vulnérables, parce que si on n'est pas dans cet échange, effectivement, on peut se mettre tous en danger, finalement, et c'est ce qui est un petit peu en train d'arriver. Donc, on est devenu très compétent en compétition, redevenons compétents en coopération avec un projet de société vrai. Il existe une biodiversité de l'entraide qui s'appelle la symbiodiversité, d'où la symbiose et de la diversité. L'entraide est partout depuis la nuit des temps, entre toutes les espèces, les individus depuis leur naissance. C'est le principe du vivant. On est câblé prosocial, notre corps, nos hormones, notre langage, le fait de nos interactions. Et donc, pour s'inspirer du vivant, eh bien, il y a des endroits qui nous offrent déjà une autre vision du vivant. Ici, on est sur la ferme du Bec et Loing avec Charles et Perrine Hervé-Gruyer,
j'ai amené donc les 3 énormes tomes qui s'appellent « Vivre avec la Terre », qui nous présentent un peu leur méthode de conception de système humain soutenable et qui s'inspirent totalement des motifs de la nature. Donc quand on va dans le sens du vivant, ça crée de l'abondance. Le vivant, il est résilient, il crée de l'abondance en permanence. Et dès qu'on va à l'encontre du vivant, on se rend compte qu'on doit dépenser de l'énergie finalement et du travail et donc du pétrole. Donc tout revient alors à aller contre pour finalement produire moins. Donc c'est vrai qu'il fut un temps, les champs, s'il y avait un arbre au milieu, ça posait problème, on enlève l'arbre. Alors qu'avant, des vignes avec des arbres au milieu amenaient ce petit goût de noix dans votre vin et ça amenait ce petit plus. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Il y a même un arrêté français qui interdit la polyculture, notamment dans les vignobles. Et aujourd'hui, ce petit goût de banane que vous pouvez retrouver, il est issu des pesticides ou des phytosanitaires qui sont utilisés dans les cultures de ces vignes. C'est l'effet paradoxal de certains produits chimiques, quoi. Donc, dans ces 3 piliers, évidemment, on retrouve la tête. Ça demande de se réapproprier des connaissances, des techniques de maraîchage qu'on a oubliées, enfin, nous, notre génération. Le jardinage, je ne vous parle même pas de la génération qui suit. Enfin, je veux dire, ma fille, elle nous aura vu jardiner, donc bon, en soi, voilà. Mais je pense à mon petit frère. Alors eux, pour le coup, le jardinage, les écrans, c'est vachement plus intéressant. C'est compliqué. Donc il va falloir réapprendre à développer tout ça et devenir chef d'orchestre un petit peu de nos jardins et se réapproprier plutôt des petites surfaces au début. Il faut commencer petit. C'est Elliot Coleman qui avait été à une époque désigné comme meilleur maraîcher du monde et qui avait écrit un livre sur le maraîchage du 19e siècle. Et qui permettait en fait d'apprendre comment potentialiser son jardin et qui s'inspirait notamment au XIXe siècle. En fait, le préfet de police de Paris, son principal problème, c'était le crottin dans les rues de Paris. Bon, ils l'ont amené dans les jardins et ça a quand même changé la vie des rues de Paris, notamment l'odeur. Et puis dans les jardins, ça a apporté un plus non négligeable. Ça a multiplié par 6 ou par 8, il me semble, les productions. En un an. Ensuite, les mains, il va falloir bosser, quoi. Et être intelligent quand même, mais il va falloir bosser. Donc il va falloir réfléchir à employer des gens, en tout cas à s'y mettre à plusieurs dans ces jardins. Et on va probablement devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des nimaculteurs. C'est ce que vous cochez le jour où vous vous installez et où vous voulez faire de l'agriculture, mais pas pour la vendre, pour vous-même. Et donc, on a calculé qu'en 2025, il pourrait y avoir aux alentours de 120 millions de nimaculteurs. Nimaculteurs, c'est des néo-agriculteurs ruraux. Ah oui, ça c'est soit 2 fois la France, en fait. Donc, les futurs agriculteurs sont déjà nés, mais ils ne sont pas au courant. Et puis finalement, le 3e pilier, et pas des moindres, c'est l'arbre. C'est de remettre des arbres dans nos campagnes, dans nos jardins, partout autour de nous. C'est des formidables amortisseurs climatiques. C'est équivalent à 5 climatiseurs, un seul arbre. C'est un très bon accumulateur d'énergie sous forme de carbone. Il régule, il épure l'eau. Conservateur et améliorateur des sols. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de l'intelligence des arbres avec tous ces mycorhizes, tout ce réseau qui se fait sous les arbres et qui permettent l'entraide en fait entre les arbres. C'est générateur et maillon essentiel de biodiversité. Donc l'image que je vous ai mise sur le côté, c'est une des images, je dirais, mythologiques de la légende de l'arbre du monde qu'on appelle Yggdrasil. L'arbre-monde, c'est une légende qui a traversé un peu les temps. On dit que ça serait un frêne. Pour les Romains, ça serait un chêne. Ça dépend de la lecture des mythologies. Mais c'est un arbre qui permet de relier un monde à l'autre par ses racines et par son feuillage. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de cet arbre pour faire la transition et pour se relier à la terre aussi et pouvoir avancer. Donc, en conclusion, quel récit commun, finalement, est-ce qu'on peut imaginer ensemble ?
quel projet on construit pour aller chercher ce petit rocher que je vous disais tout à l'heure. Et puis comment on s'y met ensemble. Alors là, j'ai pris en fait une petite courbe. Donc là, ça c'est ce que l'homme a monté. Et puis une fois qu'il est arrivé en haut, ben, il s'est dit, ah mince, ça redescend en fait. C'est ça. Mais si on retourne la courbe, on pourrait se dire qu'on est cet humain qui plonge dans cette espèce de vasque un peu dégueulasse, qui est la vasque du pétrole, des énergies, de tout ce qu'on a mis en place. Et puis finalement, on peut se dire qu'on peut en ressortir pour retrouver le soleil, pour retrouver les gens, pour se remettre à discuter, à partager, et puis à avancer dans une nouvelle construction de quelque chose de différent, où le partage serait un peu plus présent, et puis où on aurait un peu moins besoin de ces gros systèmes qui de toute façon vont bien finir par faire faillite à un moment donné ou à un autre, et qui ne devront pas nous attendre pour les redresser, je crois, à un moment donné. Donc voilà, je vous remercie. Et si vous...